Salut à toi. Bonjour. J'aime les dossiers, organisés par intercalaire. En commentaire de mes dernières vidéos sur pourquoi j'ai arrêté de travailler et pourquoi j'ai enterré mes papiers, il y a une question qui vient avec force, qui a l'air vraiment mais lourde de mystère pour ceux qui la posent. Et elle se formule comme ça. Mais comment tu fais pour vivre, voire même pour survivre, sans travailler, sans revenus, sans papier? Je t'avouerai que la question me perturbe un peu parce que la réponse est pour moi extrêmement simple. Pour survivre, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de respirer, j'ai besoin de boire, j'ai besoin de me nourrir, d'avoir chaud, d'être heureux et de sentir que mon existence a du sens. Rien d'insurmontable quand on connaît un peu la loi de l'abondance. Donc non, il n'y a pas besoin de dormir sous les ponts, manger dans les poubelles, faire la manche, tout ce genre de trucs. Non, non, non. Vivre sans revenus, sans papier, ça ne veut pas dire vivre sans argent. Et j'en profite pour dire que j'ai toujours un compte en banque. Donc comme ça c'est dit, et chaque chose en son temps. La notion de l'argent, c'est quelque chose que j'ai pas mal challengé dans ma vie, et j'avais envie de faire cette longue vidéo pour en témoigner, parce que j'ai pas mal d'histoires à raconter. Donc avant de te raconter ma vie pendant une demi-heure, on va écouter celle de Monsieur Fichier. Donc c'est l'archétype de l'homme moderne, mais qui a vraiment bien géré sa vie. Maison, bagnole, boulot, famille, loisirs, sport. Le mec, il est nickel de A à Z. Alors écoutons un peu sa vie. Je m'appelle Monsieur Fichier, marié par contrat commercial avec ma femme. Je suis géniteur et gestionnaire de 2 enfants. Nous vivons dans un pavillon de lotissement dans une ville dortoir à 50 km de la grande ville. Je suis raccordé à l'eau et l'électricité avec tout l'électroménager qu'une famille puisse désirer. J'ai ajouté dans cette maison ma petite touche personnelle en choisissant un revêtement crépi, ni beige ni saumon, une clôture et un portillon en grillage vert. J'ai promis à la banque d'être un bon esclave pendant 30 ans pour rembourser une dette fictive créée à la signature de mon prêt. Ainsi 5 jours sur 7, 47 semaines sur 52 je prends ma voiture pour aller en ville vendre mon temps de vie contre de l'argent virtuel. Nous avons adopté un rythme de vie millimétré pour faciliter la gestion du quotidien. 2 fois par semaine, avec notre automobile, nous allons au supermarché. C'est comme un marché mais en plus c'est super, il y a de la musique et il ne pleut pas à l'intérieur. J'aime particulièrement les plats surgelés ramollis au micro-ondes que l'on déguste en famille devant le journal télévisé. Cette optimisation de planning me permet simultanément de manger, voir mes enfants et de m'informer. Ainsi je peux développer des opinions appuyées auprès de mes collègues de travail le lendemain à la pause sandwich. J'adopte une discipline rigoureuse concernant ma santé en ne mangeant que des aliments désinfectés. Pour rester en forme, j'ajoute des compléments alimentaires de synthèse et un abonnement à la formule Boost Plus de la salle de sport. Pour ma sécurité, je consomme uniquement de l'eau dûment garantie par des organismes certifiés par des comités de validation de conformité. Que l'État soit béni, grâce à ma carte vitale, je reste en vie quoi qu'il arrive. La qualité de ce plastique est à couper le souffle. Mon médecin a fait tellement d'études que jamais il ne pourra se tromper de diagnostic ou de traitement. Question boulot. Après 8 années de quémandage acharné, j'ai enfin obtenu une augmentation de 50 euros. Ça nous fait un bonus loisir en plus par mois, comme un flunch en famille par exemple. Badass. Pour cette année, j'attends l'autorisation de mon patron pour pouvoir partir consommer pendant une semaine dans un pays exploité par le mien. J'ai hâte de sentir l'incroyable puissance de ma carte bleue entre mes mains. N'ayant rien de particulier à transmettre à mes enfants, j'apprécie que l'école et Netflix s'occupent de construire leur imaginaire pour qu'ils soient parfaitement adaptés à la société d'aujourd'hui. Je travaille dur pour leur payer un statut de citoyen esclave privilégié. Ils seront récompensés en fonction de leur capacité à générer du PIB. À ma retraite, je veillerai à avoir suffisamment de problèmes de santé pour ne pas m'ennuyer. En approchant de la fin, mes enfants se saigneront, comme je l'ai fait pour eux, pour m'offrir une mort lente médicalement assistée dans un mouroir au grand couloir. Après mon dernier souffle, ils seront obligés de financer un gardien du protocole funéraire, agréé par la préfecture, pour qu'il se charge de remplir de formol ce tas de molécules diverses que forme mon corps. Ils n'auront plus qu'à se déchirer à coups de courrier recommandé pour déterminer qui devra payer l'État pour pouvoir hériter de notre maison, conçue dès le départ comme un déchet non recyclable. Alors entre humour noir et humour jaune, je te laisse décider. Je crois que vaut mieux en rire qu'en pleurer. Alors pourquoi sa vie, elle paraît
absolument normal et totalement absurde à la fois. Je crois sincèrement que M. Fichier se sent un homme libre et assumé. Mais moi, c'est pas ce que je vois. Et ce n'est que mon opinion. Je crois qu'il est sous influence. En fait, j'arrive pas à me dire que quand il était gamin, il s'est dit « Tiens, quand je serai grand, j'aurai une routine calibrée à la milliseconde. » À peu près depuis que je suis conscient, j'observe un mécanisme de fond qui prend de l'ampleur tranquillement mais sûrement. J'appelle ça le phénomène des boîtes noires. Une boîte noire est un intermédiaire ou une sorte de péage entre un individu et une ressource dont il a besoin. Ce que j'appelle la matrice, c'est une collection de boîtes noires plus ou moins organisées entre elles qui séparent les individus des ressources dont ils ont envie ou besoin. Je te propose d'étudier la vie de Monsieur Fichier à la loupe pour comprendre un peu de quoi je parle. Monsieur Fichier, il est comme tout le monde, il a des besoins et il a choisi pour son confort de s'équiper d'une voiture et d'une maison raccordée à l'électricité et à l'eau. Voyons à travers ces 2-3 exemples comment les boîtes noires s'infiltrent partout dans sa vie. À commencer par l'eau. Pour boire, se laver et fier, Monsieur Fichier compte sur le fait que l'eau coule dans ses robinets. Et il pourrait parfaitement récolter l'eau de pluie, la filtrer, mais comme l'eau a toujours coulé dans ses robinets, il ne se pose pas vraiment la question. Pourtant, il peut se passer plein de choses, une panne de réseau, une eau polluée, un défaut de paiement, et hop, un tour de vanne, Monsieur Fichier se retrouve littéralement dans le caca. Dernier détail, si l'eau qui arrive chez lui, elle a le goût de piscine, il n'a pas vraiment le choix, il est obligé de se la taper. Concernant l'électricité, ça lui sert pour se chauffer, pour cuisiner, pour s'éclairer et utiliser sa belle collection d'appareils électroménagers. Pareil, il aurait pu choisir de maîtriser sa source d'énergie, mais à la place, il fait confiance à un fournisseur d'électricité qui lui délivre de l'énergie nucléaire à son compteur magique. Pareil, panne de réseau, erreur administrative, catastrophe naturelle ou impayée, et du jour au lendemain, il se retrouve à manger froid et s'éclairer à la bougie. Au lieu d'aller voir directement les producteurs, Monsieur Fichier choisit le confort d'un intermédiaire qui s'appelle le supermarché. Bon, la conséquence de ce choix est plutôt simple, il se rend parfaitement dépendant de l'ouverture et du bon approvisionnement du supermarché. Donc il peut y avoir des grèves, des pénuries, pannes de voitures ou de terribles épidémies et patatras, du jour au lendemain, plus de Nutella ni de PQ. On a bien vu récemment en quelques jours comment tout peut changer. Petit détail mais pas les moindres, en faisant ses courses là-bas au supermarché, il met sa santé dans les mains bienveillantes de l'industrie alimentaire, qui trouve parfois pertinent de mettre de la pâte à papier à la place du fromage dans leur pizza. Question sport, au lieu d'aller courir ou nager en pleine nature, Monsieur Fichier préfère l'air climatisé et l'eau chlorée. On se retrouve dans le même cas que le supermarché. Si la voiture cesse de fonctionner, ou qu'il n'a plus le droit d'y aller, disons à cause d'une maladie mondiale, c'est fini les exercices. Il n'y a plus qu'à se vautrer devant la télé et à avaler du contenu prédigéré en attendant les nouvelles instructions détaillées. Bon, toutes ces activités dépendent de sa voiture, donc si pour des raisons aussi X que Y le pétrole arrêtait de couler dans les pompes, il ne lui resterait plus qu'une grosse masse encombrante et inerte d'1 tonne dans son garage. Sa voiture elle-même est en soi une parfaite boîte noire, désormais avec tout l'électronique impossible à réparer soi-même. Pas de voiture, pas de supermarché. Pas de salle de sport, pas de nature, pas d'école, pas de loisirs, ni de visite, quel dommage. De l'autre côté, pour profiter de sa maison de lotissement tout équipée dès le premier jour, Monsieur Fichier a emprunté auprès de la banque. Et ouais. Donc c'est elle qui détient la propriété et lui l'usage sous condition. C'est quand même un sacré pouvoir donné à un organisme financier pour cet objet qui assure une grande partie de ses besoins quotidiens. La raison la plus évidente pour laquelle il ne pourrait pas jouir de son bien, c'est le fait de ne pas rembourser son emprunt chaque mois pendant 30 années consécutives. Ça y est, on arrive au gros sujet, l'argent, celui qui opère une influence totale sur chacune des boîtes noires. L'argent est cette chose abstraite qui a tellement de conséquences concrètes dans notre vie. C'est un peu comme la boîte noire des boîtes noires, la méga boîte noire peut-être. Pas d'argent, pas d'eau, pas d'électricité, pas de logement, pas de nourriture, pas d'essence, etc. Et ça va bien plus loin que ces quelques exemples. L'argent et les boîtes noires s'infiltrent partout, jusque dans l'intimité. On va même jusqu'à se demander si accueillir un enfant sur Terre est faisable financièrement. Monsieur Fichier n'a pas la chance d'être héritier ou rentier, et il a appris que recevoir les aides sociales, c'était un profiteur. Sa vie tout entière semble donc organisée autour du travail. C'est à la fois ce qui l'occupe le plus et le satisfait le moins. Mais pourquoi il ferait ça ? Moi je crois qu'il se sent obligé.
Par quoi? Par qui? Par lui-même. Pour gagner sa vie, pardi. Et ouais, le temps c'est de l'argent. Son cerveau, ses bras, ses jambes ont une certaine valeur marchande. Voilà, son temps de vie et son énergie servent de monnaie d'échange pour accéder aux flux financiers. Coincé dans le dogme du travail et de l'argent, Monsieur Fichier croit sincèrement qu'il n'a pas d'autre choix que celui de travailler. Personne ne lui a jamais dit qu'il pouvait en être autrement. Il a choisi le salariat, mais en fait ce serait pareil en étant entrepreneur. Au final, quoi qu'il fasse, il se fait taxer de tous les côtés. Dans la matrice, tout passe par l'argent, même la solidarité, et chaque échange est une belle occasion pour ponctionner un peu d'énergie en passant. Monsieur Fichier se fait constamment pomper le fruit de son énergie vitale sous forme de taxes et d'impôts en tout genre. Dernier détail et pas les moindres, pour accéder au travail, et donc à l'argent et toutes les choses essentielles que cette énergie permet d'obtenir, il faut à Monsieur Fichier une identité. Sa personne juridique, son avatar administratif et donc son login, son précieux sésame pour interagir dans la matrice. Pas d'identité, pas de travail. Pas d'aide sociale, pas de compte en banque, pas de logement, etc., etc., etc. Bon allez, je peux pas m'empêcher de rajouter un sujet bonus. Je me souviens m'être dit que jamais ils trouveront le moyen de taxer l'air qu'on respire. Je crois que je manquais clairement de créativité. Désormais, si tu veux respirer librement, il faut financer des accessoires de bloc opératoire. Maintenant, on connaît la valeur marchande du droit de respirer, c'est 135 €. Croire qu'il faut travailler pour vivre, c'est pour moi ni plus ni moins qu'un dogme, appuyé par la société moderne, qui elle, est une secte. Alors ça paraît peut-être un peu fort, mais réfléchis bien. Cette société nous impose ses règles du jeu, et on n'a pas le droit de ne pas jouer, sinon on passe par la case prison. Elle nous dit tout comment faire, comment vivre, comment respirer, comment faire des enfants, comment mourir, comment s'enterrer. Bref, la liste est longue et ça va très loin. Nous sommes poussés au culte du dieu argent et de la sainte République française. Et on finit par dire des absurdités telles que sans argent, je vais mourir de faim. Sans carte vitale, je ne serai pas soigné. Sans maison, je vais dormir sous les ponts. Dans ma vie d'explorateur, j'ai eu l'occasion à peu près 10 000 fois de challenger ces fausses évidences. Et récemment, j'ai décidé de partir en voyage, dans Ici et Maintenant. J'ai commencé par dégommer les 2 grosses boîtes noires tout en bas, qui sont l'identité et le travail. Après avoir exploré l'argent artificiel, je te propose de plonger dans son alternative naturelle, l'abondance. Maintenant, on quitte le monde du contrôle, du prévisible, pour rejoindre l'univers de la maîtrise et de l'imprévisible. Petite question, est-ce que tu as déjà vu un animal avec un sac à dos? Bon, à part ce petit chien mignon, généralement les animaux ils stockent pas. Ils font confiance sur le fait que la nature va leur donner tout le temps ce dont ils ont besoin. Ils sont branchés sur l'abondance en fait. Bon, nous les humains, on est des animaux pas très bien équipés, mais pourtant on s'en sort plutôt bien. On arrive à survivre dans des déserts de sable, des déserts de neige. Pour ça, quelle est notre grande force? On a notre cerveau, certes, mais je crois que la plus grande force c'est ici, c'est dans le cœur. Je pense que prendre soin les uns des autres, c'est dans l'ADN de l'humanité. Bon, trêve de théorie, maintenant on passe aux histoires vécues. Bon, la première histoire que j'ai envie de raconter, c'est en 2015. À ce moment-là, je suis tiraillé à l'intérieur. Mon cœur me dit, va vivre en ville. Genre, ok. Donc je me dis, bon, ok, mais je me fais un dernier voyage avant. Donc je décide d'aller rejoindre mon ami argentin dans les montagnes, qui est un peu chaman sur les bords. Mon avion décolle à Barcelone. Et donc quand j'arrive à Barcelone le matin, je fais une petite pause, je m'épluche une clémentine. Je me fais avoir. C'est un groupe de 3, donc ils m'ont chouré mon sac. D'une seconde à l'autre, j'ai tout perdu, ce qui me représente aux yeux de la société, quoi. Donc mon ordi, c'est mon outil de travail, mon téléphone, c'est mon outil de communication. Mes papiers, c'est mon existence légale. Mon fric, j'avais perdu mon fric, j'ai tout perdu, vraiment. Tout ce qui était... J'avais même pas 10 centimes pour m'acheter un carambar. C'est la seule chose que je crois qu'on peut acheter avec 10 centimes. J'avais pris une carte bleue un peu haut de gamme parce qu'en Argentine, ça coûte hyper cher, les retraits. Et ça coûtait moins cher de prendre une grosse carte bleue. Et donc le banquier m'avait vendu une assurance de malade. Si tu perds ta carte, il arrive en costard et il te donne du cash. C'est comme ça qu'il me l'avait vendu. On va appeler l'assurance. Et j'avais pas le numéro. Et donc je suis allé demander à la police
donc je suis allé porter plainte, entre guillemets, ouais. La police voulait à peine me filer un téléphone, je leur dis mais je peux juste appeler mes parents, ils ont le numéro, et après j'appelle l'assurance, et en fait je vous demande rien, quoi. Non, pas trop. Je leur ai demandé un ordi pour sortir mon passeport que j'avais sur Google Drive, que dalle. Donc la police m'a pas vraiment aidé, et pour ce monde-là, ce monde de la matrice, si t'as pas d'argent, si t'as pas de papier, bah tu dors dans la rue, c'est logique, en plein mois de décembre. Donc moi ça va, j'aime bien les aventures, donc je l'ai pas trop mal pris, enfin ça m'a un peu secoué, mais quand même. Et donc il y a une dame qui m'a vu le matin et le soir au commissariat. Et elle est arrivée le soir, elle me fait mais qu'est-ce que tu fous là? Quand on commence à discuter, je lui raconte l'histoire, elle fait bon allez viens ce soir, elle me donne son adresse, viens à 20h ici. Et donc j'y vais à 20h, et là il y a son mari qui veut pas m'ouvrir. Et je comprends pas trop l'espagnol en fait. Et il m'envoie dans sa voiture et puis il me dépose en fait à un centre où les touristes perdent tout, leur argent et tout ça. Voilà, la police elle m'a jamais parlé de ça. Et le mec avant de partir, il me donne 60 balles. Et donc là je lui ai dit bah non, je peux pas accepter 60 balles. Ok, j'en accepte 20 mais pas 60. Et là il me dit bah tu sais quoi, un jour il y aura quelqu'un en galère sur ton chemin et là tu lui donneras 60 balles. Et j'ai fait mais putain, c'est ça la vie en fait. Nous on est coincés dans les échanges réciproques constamment. Et si on dégomme ça, eh ben, je pense qu'on a la clé de l'abondance. Alors désolé pour les bruits de tracteur. Et j'en profite pour dire que tu peux mettre la vitesse x2 pour la vidéo. Je sais que je parle lentement, alors ça peut te faire gagner du temps. Alors ce qui est marrant avec cette histoire, c'est que 5 ans avant de faire le choix en conscience, je me suis retrouvé face à ce Y. À gauche, je deviens citoyen de l'univers. À droite, je retourne dans la matrice. Et j'ai choisi de retourner dans la matrice. Donc voilà, tout l'argent que j'avais mis de côté pour le voyage, je l'ai utilisé pour racheter mon ordi, mon téléphone, mes papiers, etc. Mon assurance, elle m'a couvert que dalle, juste mon sac à dos et refaire mes papiers. En avril, je me retrouve à arriver à Nantes. Et donc à ce moment-là, je pense que je mérite pas mieux qu'une caravane au bord du périph', dans une ferme. Et c'est l'hiver, il fait froid, c'est humide. À un moment, je fais mais j'en peux plus. Je me suis dit, quitte à être citadin, autant faire l'expérience à fond. Et donc là, je me motive, je regarde Le Bon Coin, et direct, je tombe sur une annonce, je fais oh, elle venait de tomber. Donc je mets un réveil le lendemain matin, je me dis à 8h j'appelle, le truc que je fais jamais. Et donc à 8h j'appelle, le mec il est pas très chaud, il doit y aller. J'insiste, le truc que je fais jamais d'habitude non plus. Il dit ok. Et donc là, je vais visiter, et je comprends pourquoi l'annonce est chelou. En fait, c'était juste une baraque hors norme. C'était un architecte devenu un peu hippie sur les bords, qui il avait fait son délire avec sa maison, quoi. 450 mètres carrés, avec une piscine à l'étage, un piano, un billard, avec une coloc qui te réveille avec Chopin le matin. Mon autre coloc, elle avait 80 ans, elle était peintre. Enfin bref, c'était presque une auberge de jeunesse cet endroit, c'était vraiment génial. Donc voilà, l'univers il s'est dit, bon, Sylvain a envie d'aller en ville, on va lui organiser un truc pour qu'il reste, quoi. Et donc le mec il m'a rien demandé, pas une seule preuve de revenu. Et s'il me l'avait demandé, je pense qu'il aurait flippé, parce que mes seules preuves de revenus c'était mes 3 feuilles d'impôt précédentes. Et à l'époque je déclarais tout en plus. Et là j'avais déclaré 4000 € de chiffre d'affaires par an. C'est un chiffre d'affaires, c'est même pas un revenu. Donc ça couvrait même pas le loyer en gros. Bon voilà, dans ma vie j'ai payé à peu près 2 ans de loyer, c'était quand j'étais à Nantes. Et on m'avait convaincu de demander les APL. Alors j'ai essayé, et j'ai pas eu le droit de les obtenir. La réponse c'était vous ne gagnez pas assez. Je te promets, hein. J'ai vérifié 3 fois, 4 fois c'était la même réponse. En fait ils se disaient le mec il gagne vraiment rien, c'est pas possible. Donc on suppose qu'il gagne ça. Et si on suppose qu'il gagne ça, il a pas le droit aux APL. C'était bien marrant. Faut pas être entrepreneur en fait en France, c'est pas une bonne idée. Ce mode de vie m'a pas du tout empêché de partir en vacances, au contraire même. Donc des fois je partais avec ma voiture et je pouvais dormir dedans. Donc soit je partais en covoiturage, donc comme ça les gens me payaient l'essence et le péage, soit j'allais en stop. Voilà, l'un ou l'autre c'était cool. Et ça m'a pas empêché non plus de partir loin, à l'étranger. Donc je suis allé
en Nouvelle-Calédonie, en Russie, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et ma méthode, c'était de... Voilà, je mettais 3000 balles de côté sur mon compte. Je faisais un site web ou deux. Et je partais. Et ma méthode, c'était de connaître juste la ville d'arrivée et d'avoir 0 programme, 0 truc réservé, pas de billet de retour. Enfin, pour les derniers voyages, en tout cas, c'était comme ça. Et je devenais addict à cette sensation. Parce que je me sentais vraiment libre et connecté au vivant. À ce moment-là, t'arrives à l'aéroport, t'as rien de prévu, et donc t'es là, tout est possible. Et c'est mon intuition qui me guidait, et quoi, l'univers, il me développait son tapis rouge en permanence, des synchronicités de malade, des rencontres de ouf. C'est fou la créativité de la vie. Genre si j'avais prévu mon voyage, mais jamais j'aurais imaginé tout ce que j'ai vécu. Impossible. J'ai pas autant de créativité que ça, moi. Et en faisant comme ça, j'ai fait des choses que jamais avec de l'argent tu peux t'acheter, en fait. Ça me fait penser à mes premiers voyages. On a fait un tour d'Europe avec mon frangin et un ami. L'intention, elle était claire. On veut galérer. On n'a jamais rien manqué de quoi que ce soit, mais on n'avait rien en trop non plus. Mais je me dis, j'ai envie de savoir ce que c'est de galérer, franchement, d'être dans la merde, quoi. Et donc on part, et l'objectif, c'est de faire le tour d'Europe avec 1 euro par jour. Donc on avait 3 euros à 3 par jour. Franchement, impossible de galérer. Il se passe toujours quelque chose. C'est dingue. Il y a toujours quelqu'un qui t'offre à manger ou qui t'invite. Enfin, c'est dingue. Une fois, on nous a refusé de l'eau. C'est tout. On a demandé à remplir notre bouteille d'eau au robinet. Les gens ont dit non. Mais c'est tout. Sinon, t'as l'abondance. T'as des fruits partout. Les gens t'invitent. Ils sont trop heureux, en fait. Ils font des rencontres. Et j'ai essayé d'autres trucs. Je suis parti en stop sans argent, sans tente. J'ai randonné sans bouffe. Et toujours, il y a quelqu'un qui te donne. Enfin, c'est dingue. Donc, à la fin, j'ai fini par abandonner. Je me suis dit, j'arrive pas à galérer. Donc, je vais pas insister et je vais plutôt profiter de ce qu'on appelle ma bonne étoile. Alors, il y a un truc récurrent dans mes voyages, c'est que je vais me retrouver en immersion complète dans tout un tas de modes de pensée différents, qu'ils soient religieux, spirituels ou scientifiques. En fait, j'adore ça. Je plonge dedans et je fais comme si c'était la nouvelle réalité. C'est la seule vérité sur Terre. Et après 2 semaines, 1 mois, je ressors du truc et je fais waouh, ok, ça c'est précieux. Et ce que j'ai trouvé, moi, dans cette position de celui qui écoute tout le monde, c'est que je vois que tout le monde parle de la même chose, en fait. Chacun y va avec sa théorie pour expliquer cette fameuse loi d'attraction ou d'abondance, ce qu'on appelle par ici la bonne étoile ou les malédictions. En fait, pour moi, côté négatif et positif, c'est le même mécanisme. Je crois de plus en plus, j'ai vraiment mis du temps à comprendre, que nous sommes créateurs de notre réalité. Et c'est vraiment dur à imaginer. Mais j'ai plein d'histoires qui me montrent que c'est le cas, en fait. En fait, quand on a une intention, la force de notre intention, la puissance de notre troisième œil, certains disent, c'est ça, quoi. Je pose une intention et l'univers s'organise. Comment ça marche ? J'en sais rien, je cherche plus l'explication. Je vois juste que c'est là et je l'utilise et ça marche. Y a pas, ça tombe pas en panne. C'est pas juste les jours de pleine lune que ça marche, non, c'est tout le temps. Il y a une histoire que j'aime bien pour illustrer cette histoire de pensée créatrice. C'est un peu comme à Nantes, où le soir je me dis non, faut que j'habite dans le centre-ville, et le lendemain à midi c'est réglé. Là c'est pareil. Je me retrouvais à un festival et j'avais envie de sensations fortes. Je sais pas, j'avais envie d'un saut en parachute ou un truc. Il me fallait quelque chose dans ce genre-là. Et donc je pose l'intention et je me retrouve le soir et je rencontre une fille au bord du feu, et puis elle me raconte qu'elle a rencontré des gens qui l'ont invitée à faire de la highline. Alors c'est une slackline, je sais pas si tu connais, c'est du funambulisme en hauteur, sur des falaises et tout ça. Je fais waouh, putain, t'as de la chance. Et là je me dis, mais tu crois que je peux venir ? Elle fait je sais pas, le rendez-vous c'est demain à 7h. Donc voilà, ce sera à tel endroit. Et elle me dit, ah oui, en fait ils cherchent un drone. Et je fais, sans blague. Donc moi j'avais un drone. Donc à ce moment-là, je pensais qu'ils avaient besoin d'un drone pour faire des images. Donc je fais, c'est cool. Je leur proposais mon drone et puis je montrais éventuellement sur la highline. Et donc j'arrive le lendemain. Et franchement, je crois que je suis arrivé comme Jésus le Sauveur, parce que ils étaient en train de se demander, en fait ils avaient besoin du drone pour installer la ligne. Moi je savais pas.
Donc ils étaient bloqués. Et donc j'arrive le matin, je dis bah voilà, moi j'ai un drone. Quoi? C'était vraiment marrant quoi. Et donc finalement on a tendu cette ligne là au-dessus d'un énorme trou, comme une grotte verticale de 300 mètres de haut. C'était génial. Donc voilà, pareil, en moins de 12 heures, pensée créatrice, c'est ouf. Ça c'était mon deuxième voyage en Nouvelle-Zélande. J'en ai eu un premier en 2012 qui a duré 13 mois. Et il était assez intéressant pour comprendre les deux modes. En fait, quand je suis arrivé, j'ai acheté un 4x4 et j'étais avec ma copine. Et donc, voilà, on était dans le 4x4, on dormait dedans, on travaillait, puis après on dépensait de l'argent, on faisait du ski, des trucs. Donc on dépensait du fric, on essayait d'en gagner, même si c'était difficile. Et il y a un moment donné, je sentais que ça m'allait pas, quoi. Donc je lui propose, je lui dis, là, il n'y a aucune place pour l'imprévu dans l'histoire. J'ai envie qu'on aille en stop. Et donc j'arrive à la convaincre de vendre la voiture. Et cette journée, ça va être vraiment ouf. Le jour où je vends la voiture, donc voilà, on n'a plus de voiture, on a plein de bordel à dispatcher. Et là, je franchis la ligne parce que on n'avait pas beaucoup d'argent, donc on s'était mis à chourer dans les supermarchés. Le dernier truc à faire. C'est le dernier endroit où il faut aller chourer, quoi. La Nouvelle-Zélande, le pays le plus pur d'esprit, enfin en tout cas celui où je suis allé. Donc voilà, ça j'ai annulé en 2019, je suis venu corriger ça, mon méfait. Et donc on chourait, et donc là j'ai franchi la ligne, j'ai chouré un petit commerçant. Et direct, quand je suis allé au supermarché après, je me suis fait gauler. Pour moi, il y a zéro hasard dans l'histoire. Donc je te fais l'histoire courte, après avoir vu les flics, on part en stop. Et là, il y a un vieux bonhomme qui arrive avec son vélo et ses bières dans son bac, là, sur son vélo. Et qui dit « Ah, vous venez d'où ?» Blabla. Il dit « Bah, si vous n'êtes pas pris, venez, j'ai un bus magique dans mon jardin. » Donc on n'est pas pris, on finit par aller dans le bus magique. Et ce sera ouf, quoi. Parce que le lendemain matin, on se réveille, il nous dit « Bon, bah voilà, là, il y a le frigo, là, il y a Internet, là, il y a une balade par ici. » Et si vous êtes encore là ce soir, bah c'est cool. Et si vous êtes parti, bah bon vent. Et donc on se retrouve chez lui comme ça. Les Néo-Zélandais, ils ont vraiment compris quelque chose. Et donc on attend le soir, bien sûr. Et finalement, en fait, je vais rester 3 mois chez lui. Ma copine va partir et moi, en pointillé, je vais passer pas mal de temps. À gauche, à droite. Il a des bons plans partout, ce mec. Et il a même une cabane sur Stewart Island. C'est la petite île là où il y a encore de la forêt vierge. Je sais pas si t'es déjà allé dans une forêt vierge, c'est perturbant. Voilà, le deal il est simple, il me dit mais c'est très bien en fait, reste dans ma maison, comme ça je suis pas obligé d'y venir pour nourrir les chats et les poules. Donc en gros c'est logement et frigo rempli pour donner des croquettes et des graines aux poules. Et ça le satisfait à 100%. Voilà, c'est comme ça que ça marche en voyage. Et à un moment donné, je voulais partir en stop, il me dit non, je vais te payer l'avion. Et je fais bah là c'est abusé, je peux pas. Ça sert à rien en plus. Il dit si, j'ai pas envie que tu fasses du stop, ça sert à rien. Genre le combat quoi. Et j'ai dit mais je commence à me sentir mal à l'aise en fait avec tout ce que tu me donnes. Je pourrais jamais te le rendre. Il fait mais pourquoi tu ferais ça? Je fais bah je sais pas, je me sens pas bien. Faut que je te rende quelque chose. Il fait mais non. Et là il a fait comme le mec à Barcelone, il m'a dit la même phrase. Tu sais quand tu seras vieux, eh ben t'auras envie de donner. Tu pourras donner à ce moment-là. Et putain, je me suis dit ok. Dégommage de la notion de réciprocité. Donc merci pour cette leçon. Pendant ce voyage, je me souviens avoir passé 6 semaines d'affilée sans dépenser un seul centime. Et sans avoir volé personne. Donc là, j'ai une petite pensée à tous les gens qui sont en sortie d'études, qui se tâtent, qui sont là. Est-ce qu'il faut que j'aille sur le marché de l'emploi? Non, que dalle, vas-y, pars en voyage. T'as besoin de pas grand-chose. Franchement, même avec 1000 euros, tu pars. Ou même moins, t'as besoin de rien, en fait. Et ça, c'est la meilleure école que j'ai jamais eue. C'est l'école de la vie. J'ai eu des études taillées sur mesure. Moi qui avais envie d'étudier l'esprit humain, comment les gens réfléchissent, quel est leur univers mental, j'ai eu tout le monde. Voilà.
Je retourne un peu sur le sujet des maisons parce que avec peu d'argent, on s'imagine assez bien ne pas mourir de faim. Je sais pas, il y a l'imaginaire des restos du cœur ou ce genre de trucs. On était en 2020, j'étais en 2020 et j'avais fermé ma boîte et c'était le moment de quitter la matrice. Donc je voulais écrire mon courrier à Emmanuel, je voulais organiser ma sortie, j'avais besoin de temps, je voulais être dans la nature et j'avais envie de voir l'automne. J'avais loupé l'automne jusque-là. Et donc je suis mon intuition et je me retrouve dans les Alpes dans une rencontre One Nation chez André. André habite dans une grande maison, donc ses enfants sont partis et il vit plus avec son ancienne femme. Donc il se retrouvait seul dans cette maison en train d'essayer de la vendre en fait. Et pendant 6 ans, il avait essayé de la faire vivre, essayer de créer, je sais pas, un dépôt de pain, faire des fêtes, des séances de cinéma, ça marchait pas. Et donc là, pendant la rencontre, on était 10, et il explique un peu son point de vue, et il est génial ce type. Et il veut fonctionner sur le don, c'est son objectif. Et donc voilà, je me dis, tiens, c'est l'occasion. Je vais tester quelque chose. Parce qu'en nous, on a un bug, quoi. On a ce truc, je ne mérite pas. Je n'ai pas le droit. Ou la politesse, ça nous flingue l'abondance, ça. Ouais, je mérite pas. Donc là, je me suis dit, il n'y a pas moyen, j'ai envie de rester ici en fait. J'ai envie d'aller dans les montagnes, j'ai envie d'écrire. Il avait un grenier avec un lit au milieu. J'adore dormir. Il y avait la lune le soir qui éclairait tout le grenier. Enfin, c'était magnifique. Ce jour-là, j'ai appris vraiment quelque chose. J'ai dit à André, je vais passer une semaine chez toi. Je lui ai pas demandé la permission. Et là, il me regarde, il me dit merci. C'était ouf. Et ça, c'est l'avenir. On n'y est pas tout de suite, mais c'est vers là qu'on doit aller en fait. En mode pensée créatrice, je pars de chez André. J'ai organisé mon escape game et il y a juste ma voiture où je suis pas clean avec. Je me dis, ça me saoule parce que avec la voiture, on est quand même des proies, quoi. Si on veut ne plus avoir d'identité, il y a quand même un lien entre la personne juridique et la voiture. Et au moment d'aller faire ma fête d'enterrement, le 7 novembre, eh ben, je roule, je fais ma fête et j'étais encore saoulé avec ma voiture, j'ai enterré la carte grise et tout, mais j'étais pas clair. Et 4 jours plus tard, le 11 novembre, je m'étais donné 1 an pour savoir si ça valait le coup de vivre sans papier. Bah, au bout de 4 jours, j'avais ma réponse. Je me suis retrouvé en garde à vue. Bon, j'ai raconté l'histoire dans une vidéo, je vais pas le faire ici. Mais c'est dingue, quoi. J'avais un stress, pour le coup, pensée créatrice. Dans le côté positif, ça marche, mais dans le côté négatif aussi, ça marche. J'avais un stress avec ma bagnole, et ben ils me l'ont enlevé. Comme ça, c'est réglé. Donc depuis, je me retrouve sans voiture, et je me suis posé la question, mais finalement, j'ai choisi, et c'est très bien, de vivre sans voiture. La semaine après mon enterrement, elle va être sacrément intense quand même. Franchement, on dirait un film. En 7 jours, on va rencontrer 5 fois les gendarmes avec Alice. Il y aura ma garde à vue, puis ensuite on aura une course-poursuite à 90 km/h qui se terminera par rien du tout. Il y avait une rencontre One Nation aussi, et là ils vont créer un barrage avec une excuse terroriste. Donc ils ont inventé des terroristes pour faire des barrages à cet endroit-là. C'est n'importe quoi. Après, on va retourner. Moi, j'ai envie de retourner au commissariat et Alice va se faire choper. Enfin bref, on a déjà raconté tout ça. À la fin de tout ça, on se dit mais c'est pas possible, ça peut pas être ça la vie maintenant. Donc, on a vraiment envie de se poser. On n'a pas envie de bouger, pas démarrer le camion. Enfin, rester au même endroit plusieurs mois, quoi. C'est le mois de novembre, ça caille. Et donc, Alice décide de bouger, donc elle trace. On sort de la région sur laquelle on est liste rouge. Et donc là, on s'arrête et on fait le scan de toutes les options, et il n'y en a pas vraiment, mais il y en a quand même une qui se dessine. En fait, il y a une dame qui avait proposé son lieu pour Alice. On va finir chez elle. Donc elle a un... Merci beaucoup. T'es adorable, je t'aime. Et ben, elle va nous offrir son lieu, un lieu qui est fermé à cause du Covid. Donc ça fait 30 hectares, il y a une grotte, il y a une rivière, il y a des petits chalets partout, enfin, notre cuisine, ce serait un bar avec un piano, enfin bref, magnifique. Et pendant 3 mois, on va pas bouger. Et pas dépenser un seul centime, elle veut rien en échange de ça. Sa satisfaction, c'est de nous permettre d'avoir un espace pour continuer à avancer sur ce quoi on œuvre. Voilà, des fois c'est juste ça.
Et va pas te dire non plus que c'est parce qu'on fait des vidéos sur internet qu'on a accès à toutes les maisons. Pour preuve, regarde toutes ces baraques. Je les ai eues en Nouvelle-Zélande dans mon dernier voyage. J'ai pas dépensé un seul centime et je suis inconnu là-bas. Des histoires comme ça, j'en ai à peu près 1 milliard en stock. Peut-être que je ferai des petites capsules de temps en temps pour les raconter. Il n'y a pas besoin de squatter un vieil hôpital moisi, une vieille grange. Non, tu peux vivre dans des beaux endroits sans débourser un centime. C'est juste tu utilises une autre monnaie d'échange. On m'a toujours dit, toi, t'as une bonne étoile. Et en fait, maintenant, je sais que c'est pas une histoire de bonne étoile, mais de bon état d'esprit. Il ne va rien m'arriver. Donc comment pourrait-il en être autrement? Je suis persuadé qu'il ne m'arrivera jamais rien qui ne soit pas utile à mon évolution. En tout cas, quoi qu'il arrive, peu importe tes croyances sur l'existence d'un monde invisible ou pas, il y a une chose sur laquelle personne ne peut t'enlever le pouvoir, c'est le pouvoir de décider comment interpréter les événements. Par exemple, en février 2018, ma start-up coule, ma maison brûle. Je peux choisir que c'est un drame ou une opportunité. C'est à moi de décider. Et le futur va changer en fonction de ça. Autre exemple, novembre 2020, quand la Rangers du gendarme m'écrase et qu'il y en a 6 qui essayent de me choper, j'ai le nez dans la terre et je suis en paix. Parce que je l'ai décidé. J'avais le choix de flipper et j'ai décidé d'être en paix. Quand je suis dans la cellule, enfermé, j'ai pas le droit d'allumer la lumière ou de l'éteindre, j'ai pas le droit de tirer la chasse, je suis privé de tout. Mais je me suis jamais senti aussi libre. Parce que je l'ai décidé. J'aurais pu flipper, j'aurais pu être en colère, j'aurais pu nourrir de la rancune, de l'aigreur, enfin tout ce que tu veux. J'ai choisi de nourrir l'amour. C'est un vrai choix conscient. Et à partir de ça, la magie arrive. Globalement, j'ai choisi, et j'insiste sur le mot choisir, que tout ce qui m'arrive, les événements positifs comme négatifs, les rencontres, je les crée avec ma pensée et mon état d'esprit. Ça te paraît trop perché? Pour moi, que ce soit vrai ou faux, j'en ai rien à foutre. Parce que depuis que je pense comme ça, j'ai une vie de ouf. Il y aurait de quoi faire un film, franchement. Et si un jour ça me convient plus de penser comme ça, je penserai à autre chose. Et je suis loin d'être le seul à penser comme ça. L'autre jour, je me fais prendre en stop par Isabelle. Et elle habite en Martinique. Elle a décidé d'arrêter de travailler et elle voulait se construire une maison en conteneur. Et donc un jour, quelqu'un lui offre un cadeau. Et cette fille, 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, elle vient lui réclamer l'argent du cadeau. Donc elle est là, t'abuses un peu, je crois que c'était un cadeau. Enfin bref, elles se sont mal comprises probablement. Et donc la fille insiste. Elle dit, ok, il faut que tu me rembourses. Et disons 300 balles. Et Isabelle se dit, oh, en fait elle vient de recevoir 300 balles tout juste en cash. Et donc elle a quelqu'un qui lui réclame 300 balles, elle les a ici. Et elle décide de ne pas en faire une histoire. Donc elle la rappelle, elle lui dit, écoute, tu veux récupérer ton truc? Viens chercher, c'est dans mon tiroir. Et en faisant ce truc, la symbolique de se désintéresser, elle a ouvert la corne d'abondance. Parce que 2 jours plus tard, il y a quelqu'un qui l'appelle ou elle rencontre quelqu'un, je ne sais plus comment ça se passe, qui vend un conteneur, donc pour construire sa maison, 2000 balles, donc déjà pas cher. Et le truc est blindé de matos. Il y a des câbles, des boutons, de la peinture, enfin il est rempli quoi. Donc j'aime vraiment bien cette histoire quoi, parce qu'elle a lâché, et en lâchant, elle a eu l'abondance en fait. Donc finalement, avec toutes ces histoires vécues et ces histoires entendues, je crois que j'ai trouvé la formule magique. En tout cas, elle fonctionne pour moi. Quand j'ai envie d'aller quelque part, quand j'ai envie de faire quelque chose, ma seule mission, c'est de conserver un état d'esprit pur, une vibration d'amour. Et là, il y a l'univers qui déroule son tapis rouge. Rien à faire, c'est trop simple. Bon, j'ai dit tout à l'heure que je m'en foutais comment ça marche, mais c'est pas vrai. J'aime bien comprendre. Et il y a un endroit idéal pour tester, pour jouer avec la loi de l'abondance, c'est quand je fais du stop. Ouais, c'est l'endroit parfait où c'est pas la quantité d'efforts, c'est pas le fait de lever le pouce en haut ou en bas ou de faire je sais pas quoi qui va te faire prendre, non. C'est autre chose et donc c'est l'occasion de tester si notre état d'esprit est créateur de notre réalité. J'avais déjà remarqué que statistiquement quand je suis heureux, le stop ça marche bien et quand je suis pas content ça marche pas.
Et donc là, comme ça fait 2, 3, 4 mois je crois que je suis en train d'écrire cette vidéo, et j'aime bien être précis, j'aime bien jouer, j'ai fait des expériences à chaque fois que je me retrouvais à faire du stop. Et donc il y a ce coup-ci là où j'allais de Saint-Brieuc à Nantes, donc ça fait 2 heures de route, et je devais aller à une rencontre à 14 heures. Et j'étais au bord de la route comme ça, et puis je fais mec, t'es pas heureux, ça peut pas marcher, tu peux pas être pris. Et donc je me dis qu'est-ce qui se passe? Et je me rends compte que j'ai envie déjà d'être arrivé. Donc je suis pas content du entre-deux. Et donc là je me dis ok, t'as pas à vivre ça en fait. Donc là je formule à voix haute mais dans ma tête, donc fort dans ma tête, je sais pas comment dire. Ok, ben c'est pas grave si j'arrive pas à la réunion. Par contre j'ai envie quand même d'y arriver et sans galérer. Donc j'accepte l'option ne pas y arriver, mais j'ai quand même envie d'y aller. Au bout de 10 secondes, une voiture s'arrête. Je fais, ouh. Donc là, le mec, il me prend, on commence à discuter, et au bout de 10 minutes, il me regarde, il fait mais t'as pas de masque en fait? Je fais bah non. Ah ok, bah tu veux bien en mettre un? Bah non. Il fait mais j'en ai un dans la boîte à gants, hein, t'inquiète. Je fais mais non. Il fait ah ok, si je te demande d'en mettre un, tu en mets pas? Je fais bah non. Mais il n'y avait aucune animosité ni pour lui ni pour moi quoi. Et là il me regarde, il fait bah je vais te déposer. Et lui il en avait pas, il fumait sa clope. Je fais bah ok. Et là il me dépose sur une aire de repos pas terrible. Franchement il n'y a pas beaucoup de gens qui s'arrêtent. Et j'ai failli embrayer sur le oh alors, fait chier. En fait il m'emmenait assez loin en plus. Il m'emmenait jusqu'à Rennes à la moitié. Je fais ah. Et là je me suis dit non t'inquiète. Tout va bien. Vaut mieux que tu sois là que tu fasses la route avec quelqu'un qui n'est pas content de t'avoir dans sa voiture. Et donc je commence à chercher l'endroit où je me positionne, je me mets, et puis là il y a quelqu'un qui fait son plein, une dame, et elle me dit vous allez où? Vous êtes autostoppeur? Je fais oui. Bah je vais à Nantes. D'accord, je vous emmène. Donc la nana elle m'envoie pile poil là où, à destination quoi. Je fais ah c'est pour ça, il m'a envoyé jusqu'à elle. Mais c'était pas tout. Pendant le trajet, elle commence à me poser des questions et je lui dis, bon, je lui raconte un peu mes aventures. Elle fait, ah, mais tu connais pas Guylaine Langto? Donc si tu connais pas Guylaine Langto, je te conseille d'aller écouter ses vidéos. Et elle connaissait Alice aussi, enfin elle connaissait les vidéos d'Alice. Donc voilà, et finalement, elle m'a envoyé jusqu'à La Réunion et elle y a participé. C'est quand même dingue. La deuxième histoire, qui est encore presque plus folle, c'était... donc là, l'objectif, c'était de partir de Bordeaux et d'arriver en Bretagne, en centre-Bretagne, au milieu de rien, le soir. Bon, déjà, je mets la barre assez haute, je commence à 15h30, un truc comme ça. Donc, mais en confiance. Et je commence le stop, et là, je me dis, mais non, en fait, tu vas pas être pris, tu as envie de passer un coup de fil. Je fais, ok, bon, apparemment, j'ai pas le temps, mais si je veux être honnête avec mon expérience, je dois faire ce coup de fil. Donc je passe ce coup de fil et là j'appelle Sarah qui me raconte plein de choses, elle me parle du rainbow, etc. Et ça dure 3/4 d'heure. Et pendant 3/4 d'heure, je suis au bord de la route comme ça, personne ne me prend. Et à un moment je lui dis, bon là je commence à avoir envie d'être pris et tant que je te téléphone, personne ne va s'arrêter. Pas parce que je suis en train de téléphoner, les gens ne le voient pas, j'ai une oreillette qui se voit invisible. Je dis bon bah je vais raccrocher comme ça la voiture va s'arrêter. Et donc on se dit bye bye, ça prend 1 minute, je raccroche, la voiture s'arrête. Mais quand j'ai raccroché, elle était à 10 mètres. Là je regarde la plaque, je vois 44, le mec il allait jusqu'à Nantes. Et finalement, c'était le fondateur d'une boîte, d'une start-up avec qui j'avais travaillé quand j'étais dans les start-up à Nantes. Voilà, bon. Donc je croyais que le temps de latence entre une pensée et sa réalisation, c'était quelques heures, quelques jours ou quelques semaines. Mais là, pas du tout. C'est la minute, voire la seconde. Et ça me fait flipper, parce que c'est quand même une sacrée responsabilité de pouvoir demander quelque chose et de l'avoir à l'instant T. Tant que c'est aligné, bien sûr. Tout à l'heure, je te disais que je m'en foutais comment ça marche, mais c'est pas vrai. Je me prends un peu la tête pour essayer de décortiquer comment ça fonctionne tout ça.
Et est-ce que je vois le futur, donc j'ai l'impression de le créer, ou effectivement à partir du présent je crée le futur? Il y a une scène dans Matrix, le premier. Franchement, je l'ai regardé il y a un mois ce film, c'est un documentaire le truc. Et donc il y a cette scène avec l'oracle où elle est en train de faire ses cookies et puis à un moment elle lui dit «Oh, c'est pas grave pour le vase». Et Neo il se retourne et il fait tomber le vase. Et là, elle arrive et elle lui pose la question. L'auriez-vous aussi démoli si je ne vous avais rien dit? Cette scène résume vraiment bien ce qui ressemble à un paradoxe insoluble. Mais je crois qu'en fait, c'est pas un paradoxe. Si tu rajoutes la dimension de l'éternité, que le temps, tu peux le regarder comme ça, le passé et le futur en même temps, et ben, le paradoxe se résout. Comment utiliser ça au quotidien? Et ben, quand je me sens aligné et que j'écoute mon intuition, je ne manque de rien. Donc j'ai aucune raison d'être l'esclave de ceux qui essayent de me vendre un peu de sécurité pour éviter des choses qui de toute façon vont pas m'arriver. Pour moi, l'abondance en fait, c'est pas d'avoir trop, mais d'avoir juste ce qu'il faut quand il faut. Donc pas besoin de stocker, prévoir, préparer. Et pour y accéder, la seule méthode que j'ai trouvée, c'est d'être en accès Wi-Fi permanent avec mon intuition, avec le subtil. Parfois, je suis amené à faire des choix complexes. Et donc là, j'ai ma petite méthode. Donc si j'ai deux options, je me projette dans la première et je m'imagine et je ressens ce que ça me fait. Après, je fais une pause, je me projette dans la seconde et je vois si l'imaginaire il va facilement dessus ou pas. Et j'étudie en moi qu'est-ce que ça me fait. Est-ce que ça m'apporte de la joie? Est-ce que je me contracte? Est-ce que j'essaye de me justifier? Est-ce que j'essaye de me trouver des excuses? Est-ce que j'essaye d'argumenter contre moi-même? Et finalement, je choisis la voix qui me fait vibrer, celle qui fait « oui », même si ça fait peur. Et le courage est moins difficile à trouver une fois que tu comprends les conséquences de ne pas suivre ton cœur. Alors, petite histoire pour illustrer ça. J'avoue que j'ai eu un peu du mal à quitter ma boîte pile poil au moment où elle devenait rentable. Ça faisait 2, 3, enfin même plus, ça faisait 5 ans que j'étais dessus, à se faire un nom, à se faire des clients, une clientèle, etc. Et pile poil quand ça devient rentable, je me casse. Mais bon, j'ai capté la dernière année que comme j'avais plus le cœur à l'ouvrage, et ben on commençait à péter des machines. Donc on était pilote de drone. Avant on avait une chance mais monstrueuse. On avait des crashs, il se passait rien. Il tombait dans une grosse touffe d'herbe, il s'accrochait sur un grillage, il s'accrochait en haut d'une branche, mais rien. Et là on a enchaîné les casses, il a pris la flotte, l'eau de mer, etc. Et j'ai perdu clairement confiance et je savais que si j'insistais dans cette voie, ça aurait été de pire en pire jusqu'à ce que la vie me pousse à me dire « tu dégages, t'as pas le choix ». Alors, petit détail mathématique intéressant dans la loi de l'abondance, sache que la oufness du cadeau est à la mesure de la taille du saut que tu fais dans le vide. Ma vie entière est un entraînement, je crois, pour ce qu'on est en train de vivre maintenant au niveau de la planète. C'est quand même assez ouf ce qui se passe parce que ça nous fait franchir chacun à notre rythme ce seuil à partir duquel on ne peut plus consentir, on ne peut plus tolérer. Donc voilà, moi il était assez rapide, donc il suffisait de m'imposer un petit bout de papier sur mon museau et c'était réglé. Mais d'autres ça va être un peu plus loin, c'est quand ils sont obligés de l'imposer à leurs enfants par exemple, ou d'autres ce sera la petite pic-pic forcée. Voilà, chacun a son seuil et j'adore celui de ma grand-mère. Un jour elle m'a dit bon le masque ok pour aller au magasin et tout, mais à l'église pas question. Entre moi et le Seigneur il n'y a pas de masque. Donc voilà, on a chacun notre curseur et moi je trouve ça drôle de voir où en est chacun dans sa vie, au niveau du consentement quoi. Personnellement, je refuse d'être le sujet d'expérience, la vache à lait ou le mouton à lait, la brebis quoi. Non, je suis pas une brebis, je suis une chèvre. Et j'aspire à ce que la vie, elle exprime toute sa créativité à travers moi. Mais bon voilà, j'ai l'impression que tout ça, ça nous pousse à dire bye bye matrice. Mais comment faire quand on est habitué à son étouffante protection? Comment faire pour se loger, pour se nourrir, s'épanouir, tout ça?
C'est de ça dont on va parler tout de suite, le plus grand escape game. La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Être attaché à une maison, payer un loyer ou rembourser un emprunt, payer les charges, c'est quand même pour beaucoup le plus gros poste de dépense. Faut payer ses factures, quoi. Et ben pour moi, no way, il n'y a pas moyen que je consacre ma vie à taffer pour me payer le droit de rester quelque part. C'est pas suffisant comme argument. En ce moment, je suis nomade parce que c'est bien pratique quand même. Alors à la belle saison, je dors dans mon hamac ou des fois dans le camion quand je suis avec Alice et les garçons. Mais sinon, des logements, il en manque vraiment pas. T'imagines même pas le nombre de lits et de logements vides, des maisons secondaires qui n'attendent que toi pour leur donner une vie. En ce moment, par exemple, je suis accueilli chez un ami qui me permet pendant une semaine de tourner cette vidéo et de la monter sur son grand écran. Voilà. En Nouvelle-Zélande, en 2012, je suis tombé sur un prospectus qui disait « Pourquoi s'endetter sur 25 ans pour payer une maison 250 000 $ quand tu peux en avoir une en un an pour 20 000 $. Et j'ai fait, bah ouais, pourquoi je ferais ça moi? Et donc c'est vrai, j'en ai croisé pas mal des gens qui vivent dans un endroit, mais franchement, nickel. Et leur maison leur a coûté 2 ou 4 fois moins cher qu'une bagnole neuve même. Pour ma part, je rêve d'une maison, j'ai d'ailleurs écrit 50 pages à ce sujet. Ce serait un dôme composé de triangles qu'on superpose et qui forment une maison à la fin. Et cette maison, elle serait déplaçable, enfin transportable, je sais pas, tous les 2 ans, tous les 5 ans, en fonction d'où m'emmène la vie. Et chaque triangle, je pourrais l'enlever, le remplacer, le mettre à jour avec un nouveau truc, une sortie de poêle, un petit triangle chauffe-eau solaire, j'en sais rien. Et on pourrait enlever quelques triangles aussi, puis faire une ouverture et agrandir la maison en fonction des mouvements de la vie. Donc voilà, j'ai ça en tête et je pense que cet hiver, c'est le bon moment pour m'y pencher. Personnellement, l'option qui me fait le plus vibrer, moi, c'est d'apprendre à ne plus manger. Alors sans jeu de mots, c'est une information, je sais que c'est difficile à avaler, mais il y a des gens qui vivent sur Terre et qui ne mangent plus. C'est-à-dire ils ne mastiquent plus de nourriture solide. Certains boivent des jus, mais d'autres rien, juste de l'eau. Et certains disent même sans eau, mais ça j'en ai pas rencontré. Les gens qui ne mangent pas, ça j'en ai rencontré un bon petit paquet. Et j'en connais même une très personnellement. Donc moi je l'ai vécu cette réalité en moi pendant 2 processus qui ont duré 24 jours où j'ai jeûné en gros. Mais j'ai pas simplement jeûné, j'ai appris à me nourrir de l'énergie du vide. Donc maintenant on ne peut plus faire mine de ne pas être au courant parce que mathématiquement on sait que dans le vide il y a une quantité presque infinie d'énergie. Et si toute la vie, les étoiles, tout ça, ils en profitent, pourquoi pas nos cellules? Bah oui. Donc le but du processus, c'est de transformer nos cellules carbone en cellules de cristal pour qu'elles jouent avec la lumière plutôt qu'elles la capturent. Donc voilà, sur ce processus, moi j'ai découvert que j'avais un bug, un sérieux bug. Enfin, c'est pas nouveau, mais j'ai une relation de drogué avec la nourriture. C'est pas du tout rationnel. Maintenant que je sais que j'ai vécu dans mes cellules, que je peux vivre sans manger, je vois bien que je me nourris de façon à remplir un vide intérieur, un manque d'amour certainement. Donc voilà, mon prochain job, c'est de remplir d'amour ce gros trou qui me pousse à me goinfrer comme un fou. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler plus dessus, ça vaudrait le coup d'en faire une plus grosse vidéo. On va dire qu'en ce moment, j'ai trouvé le compromis. Je carbure principalement à 1 repas par jour et j'arrive encore à prendre du poids comme ça.
Et dans mon sac à dos, j'essaye de stocker aucune nourriture, de faire confiance que sur le chemin, je le trouverai. Alors prochain sujet, se soigner. Bon, comment tu feras le jour où tu te pètes une jambe? Bon, déjà on reformule la question. Comment tu feras le jour si tu te pètes une jambe? Tes malédictions, j'en ai pas besoin. Donc avant de réfléchir à comment me soigner, je réfléchis pas mal à comment ne pas tomber malade. Et ça fait un moment que j'utilise plus les médecins, la sécu. J'ai essayé, hein, mais à chaque fois, c'était pas très concluant. Il y a un exemple, par exemple, j'étais bronchiteux, je sais pas si ça se dit, 3 mois par an. C'est-à-dire pendant 3 mois, j'étais... et j'en avais marre. Et donc à chaque fois que j'avais une crise, j'allais voir un médecin. Et à chaque fois, c'était un nouveau. Donc j'ai changé de médecin traitant à chaque fois. Et je sais pas qui c'est en ce moment. J'y suis allé la dernière fois, il y a 4 ans, je crois, un truc comme ça. Et je leur dis, je m'en fous d'être guéri tout de suite. Je veux juste comprendre pourquoi 3 mois par an, tous les ans, j'ai du mucus dans les poumons. Alors ils m'auscultent, ils font ok, machin, ils disent oui, votre carte vitale s'il vous plaît. Bon bah vous allez prendre de la cortisone et ça va passer. Et putain, mais j'ai vraiment essayé, hein, j'ai essayé plein de médecins. Et donc en fait, j'ai mis du temps à comprendre, mais c'était le sucre. J'étais complètement addict au sucre. Et donc du jour où je me suis fait hypnotiser pour arrêter ça, un peu comme les gens qui arrêtent la clope, moi j'ai arrêté le sucre. Et voilà, j'ai plus ça. En fait ça m'arrive encore d'avoir le nez qui coule et tout, mais c'est quand mon immunité baisse. Et le sucre, ça me flinguait l'immunité tout le temps, donc j'étais tout le temps malade. Voilà. Donc moi je préfère payer 1 à 2 fois par an un thérapeute à 60 balles, plus ou moins exotique d'ailleurs. Je fais pas de différence entre ma santé émotionnelle, ma santé spirituelle, ma santé physique. Pour moi tout ça c'est lié. Donc souvent j'ai guéri, mon état de santé s'est amélioré après une compréhension, le pourquoi. Pour moi mon corps il m'envoie un signal. Donc quand mon corps m'envoie un signal, je regarde et je fais ok, qu'est-ce que tu as à me raconter? Bon, ça marche et des fois ça marche pas, hein. Tu vois, en ce moment j'ai les dents qui me font mal. Les dents, ça parle de dévalorisation apparemment, donc d'humiliation, tout ça. Et je vois bien, ça se réveille dans ce genre de moment. Et je me suis dit, je vais me la soigner moi-même. Mais bon, j'y arrive pas. Donc j'ai pris un rendez-vous chez le dentiste. C'est peut-être l'occasion d'aller le voir pour enlever la collection de plomb et de métaux lourds que j'ai entre les dents et que la sécurité sociale a généreusement financé. Donc finalement ma carte vitale je l'utilisais très peu, juste pour le dentiste je crois. Donc c'est bon, ça je peux mettre de côté et payer un dentiste de temps en temps, c'est pas la mort. Je vais pas me rendre esclave juste pour me faire réparer les dents, c'est ça que je veux dire. Et concernant les gros bobos, les jambes cassées, les grosses maladies, les cancers, les accidents, bah, je suis vigilant pour réagir avant d'avoir besoin de ces gros trucs pour comprendre ce que la vie a envie de me dire. Et si tu comprends pas cette phrase, je te conseille de rembobiner et de re-regarder la partie sur l'abondance. Autre sujet du quotidien, comment faire pour se déplacer en dehors de la matrice? Eh ben, on peut plus, ils ont viré toutes les cabines téléphoniques. Blague à part, essaye de traverser la France sans chevaucher une route. En fait, c'est impossible. Il y a des routes partout. Donc ceux qui disent que je suis bien content d'en trouver pour me déplacer, bah franchement, je préférerais trouver des arbres, quoi. Des routes, c'est cool, mais autant, ça sert à rien. Ça sert juste à aller taffer comme des cons et consommer. Donc si tu as quand même besoin d'une voiture, la mienne, je l'avais payée 400 balles, hein, avec la carte grise incluse. J'avais juste passé une semaine à bricoler dessus, avec un ami. Donc voilà, pas besoin de s'endetter pour une bagnole, ça c'est le dernier truc à faire. Il y a abondance de voitures. Mais regarde, franchement, le nombre de caisses qu'il y a. Et on en crée des nouvelles, on les remplace. Soi-disant pour dépolluer. Pour dépolluer, tu vas construire plein de nouvelles voitures à obsolescence programmée et détruire celles qui roulent très bien et qui, avec 2-3 bricoles, peuvent être complètement dépolluées. Si on est amené à rouler en voiture pour se déplacer principalement maintenant, c'est pas par choix, je crois, hein. Je pense que si les technologies des gens comme Nikola Tesla avaient été favorisées, on n'en serait pas là à rouler avec des moteurs de chaudière. Sinon, désormais, je fais sans voiture et sans transport public, hein, parce que je mets pas la petite muselière. Donc, il me reste le stop ou le covoiturage. Et le stop, franchement, bah, ça marche très bien, hein. Donc, on a bien vu le pouvoir de la méga boîte noire argent qui contrôle tous les autres.
Donc comment faire sans ou comment faire différemment. Donc là on a plusieurs options. Donc si on veut se séparer des euros, des dollars, enfin des monnaies officielles, on peut déjà se brancher sur les cryptos, genre le Bitcoin, l'Ethereum, tout ça. Bon, je suis moyennement convaincu par ça. Je pense que la technologie derrière est vraiment intéressante, mais l'usage en tant que monnaie, c'est pas ça en ce moment. Il y a d'autres monnaies qui sont en création, dont une autre crypto-monnaie qui s'appelle la June. Donc celle-là, je la trouve vraiment bien foutue. C'est une belle preuve de concept. En tout cas, elle est basée sur un réseau de confiance. Et chacun reçoit tous les jours une certaine somme. C'est une sorte de revenu universel. Et cette monnaie, tu ne peux pas l'acheter avec des euros. Tu ne peux pas l'échanger contre des euros ou quoi que ce soit. Ça te retourne un peu le cerveau, mais c'est cool. Et la dernière, celle qui me plaît vraiment, ça s'appelle le jeu. Alors là, c'est vraiment basique. C'est un carnet. Ça ressemble genre à un chéquier. Et la banque, c'est toi. Donc tu peux tricher tant que tu veux en fait avec ce jeu. Et c'est juste qu'un jour tu vas t'exclure si les gens s'en rendent compte. Disons que si dans la masse de gens qui jouent au jeu, qui utilisent cette monnaie, il y en a 5% qui trichent, bah très bien en fait. Ils vivent comme des rois et tout va bien. Les 95 autres, ils se sont mis dans un autre système vertueux où chacun est responsable de son énergie et de son temps et de son argent. Mais au final, je crois que l'humanité, elle doit arriver à l'économie du don. Et moi, c'est un peu compliqué pour moi. J'arrive pas à monnayer ce que je fais. Tu vois, là, je vais passer un mois peut-être à faire cette vidéo. Et à qui je vais demander de l'argent pour la faire? Ben, je peux pas. Donc je la fais et puis je verrai que l'abondance, elle arrive par la gauche, la droite, en haut, en bas. L'année dernière, au moment même où je me prive de mes revenus réguliers en quittant ma boîte, j'avais cliqué 2 ans auparavant dans les cryptos, ça avait fait des trucs, et puis là ça fait c'est monté en flèche. Et donc maintenant je me retrouve avec de quoi faire en crypto-monnaie, l'équivalent pour acheter une petite maison, genre 20 000 balles quoi. Et on pourrait se dire, putain, c'est pas très mérité quand même, tu cliques et c'est bon. Alors que d'autres ils vont taffer pendant 2 ans pour ça. J'avoue que cette situation, elle est intéressante et ça vaut le coup de la décortiquer. Ça m'est arrivé une fois de donner une courgette à quelqu'un. Et ben, c'est pas du tout la même énergie de donner une courgette que tu as achetée que donner une courgette que tu as récoltée dans ton jardin. Parce que la courgette que tu as achetée, elle porte le prix du sacrifice. Tu as dû prendre ta caisse, aller au supermarché, l'acheter. Tu as dû travailler pour avoir de l'argent pour l'acheter. Et finalement, si tu en veux une autre, bah, tu es obligé de reprendre ta caisse, retourner au supermarché, genre la mission, le truc que tu n'as pas envie quoi. Alors qu'une courgette qui est dans ton jardin, bah, c'est avec plaisir en fait. Elle porte aucune énergie de sacrifice. Et donc c'est pareil, moi je vais avoir une maison qui tombe du ciel comme ça. Et je ne la mérite pas plus ou moins en fonction du fait d'avoir trimé pour collecter cet argent. D'ailleurs, même sur ce principe, je me sens plutôt bien après avoir donné tellement dans ma vie pour que dalle que ça tombe du ciel comme ça, je prends franchement. À un moment donné, ça devient logique de se séparer de son identité et de quitter la République française. Bon, c'est pas obligatoire, mais ça devient logique. Et l'autre jour, je réfléchissais à ça, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a à offrir en fait la République française? Franchement, ça envoie pas du rêve ce qu'elle vend. Un peu de sécurité. Oui, alors on va changer telle variable, comme ça vos enfants souffriront 1% moins dans 15 ans. Non, va falloir trouver mieux, je pense, pour nous convaincre. Et bon, qu'est-ce qu'il lui reste comme pouvoir? Il lui reste sa capacité de nuisance, on va dire. Donc voilà, bye bye la République française. Et moi, ça m'amuse de créer des systèmes, même si dans l'absolu, à terme, on n'a plus besoin de rien. On n'a plus besoin d'argent, on n'a plus besoin d'identité, on n'a plus besoin de tous ces trucs. En transition, pour passer de l'ancien monde au nouveau, eh ben, ça m'amuse d'imaginer des systèmes alternatifs. Donc quand je suis pas en train de faire des vidéos ou profiter de la nature, je m'occupe à imaginer la suite. Et donc ça me fait pas mal vibrer de tout ça, One Nation, les passeports pour faire une alternative à l'identité, le cristal, ça me motive beaucoup, et ce projet de 200 hectares aussi, pour vivre un endroit où c'est plus la République française, et donc imaginer comment on fait autrement, comment on fait sans ça. Donc moi je ne suis pas adepte du délire de l'indépendance absolue, je crois que c'est une fiction. Enfin quoique, on peut devenir finalement ermite dans une grotte, ne pas manger, ne pas boire et consommer son temps de vie, mais ça me dit pas.
Moi, ça me plaît de vivre avec les autres. Pas les uns sur les autres, mais avec les autres en intelligence. Et forcément, dès qu'on s'organise entre plusieurs, il y a des boîtes noires qui apparaissent. Mais c'est pas une fatalité. Ces boîtes noires, elles peuvent devenir cristallines, transparentes, qu'on voit à travers et qu'on décide comment ça marche. Voilà, j'ai décidé de faire de ma vie un art, d'honorer cette promesse que je me suis faite de mourir sans regret. Donc pour mourir sans regret, je dois vivre sans regret. À quoi ressemble ma vie maintenant? Elle ressemble à un agenda parfaitement vide. J'ai repris le pouvoir total sur cette variable, le temps. Et il est pleinement dispo pour suivre mes envies. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? C'est un privilège inouï d'être sur Terre et d'être encore en bonne santé à cette période où tout est possible. Et ça, je compte l'honorer. Pour conclure sur le thème de la vidéo, qui est l'argent versus l'abondance, je dirais que c'est pas un vrai match en fait. Parce que l'abondance, elle peut prendre toutes les formes, et dont celle de l'argent. L'argent, c'est une énergie qui est dispo partout. À mon avis, ça sert à rien de la posséder ou de la stocker. L'idée, c'est d'apprendre, si on veut l'utiliser, à la faire circuler. Petit à petit, on peut enlever des sujets de notre vie qui dépendent de l'argent pour finalement se retrouver à ne plus en utiliser du tout. Pour moi, la clé de l'abondance, c'est le mouvement, ne rien figer, toujours s'écouter avec bienveillance et amour. Merci pour ton écoute, c'était long, j'avais plein de choses à raconter. Et surtout, merci d'exister et de faire briller ta flamme à son plus haut potentiel. Allez, ciao!